Je voulais vous parler ce soir d'un sujet qui me touche personnellement, c'est la neuroatypie. Donc la neuroatypie, c'est quelque chose d'assez large, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'on a un fonctionnement différent des autres, un fonctionnement mental différent des autres, euh, une, une, un décalage qui se crée. Ça se voit au niveau de l'apprentissage déjà étant enfant. Ça peut donc se détecter étant enfant. Souvent, ce que l'on entend beaucoup détecter en ce moment, c'est le côté HPI par exemple. Après, il y a le TSA, les troubles du spectre autistique. Euh, Toutes ces neuroatypies qui font que on est un peu en marge de la société telle qu'elle est définie. C'est un fonctionnement différent, c'est un fonctionnement donc dans l'apprentissage. Euh, on va du coup avoir des. C'est très large en fait. Par exemple, si on prend le TSA, c'est vraiment un spectre, donc c'est très large. Il n'y a pas que l'image que l'on se fait et qui est beaucoup colportée par la société de l'autiste. Alors vous avez deux cas qui sont visibles en ce moment beaucoup. L'autiste de Rainman, par exemple, vous pouvez le voir, qui du coup euh, a une interaction très compliquée avec la société, puisqu'il a des tocs, enfin, il a des, voilà, il a un comportement vraiment à part. Et puis après, il y a l'autiste Asperger, comme on peut le voir dans certaines séries. Je prendrais par exemple Sherlock Holmes, parce que je trouve que c'est la version la plus correcte de cette image-là. Parce que l'Asperger, souvent, si on le regarde aussi dans Good Doctor, cette série, il a une intelligence incroyable, mais il a une sociabilité difficile. Alors, c'est une possibilité. Par contre, il a ce truc, vous savez, quand on caricature, parce que moi je dis que c'est une caricature, quand on caricature l'autiste, il a des gestes comme ça, et puis il regarde dans le vague, il n'arrive pas à regarder la personne en face. Et c'est pas que ça, en fait. Le spectre est très large, donc ça peut sans doute arriver, hein, mais c'est pas forcément que ça. Pour le HPI, c'est pareil, c'est que le HPI, dans les, encore une fois, les caricatures, hein, parce que je trouve que c'est des caricatures, dans la série, notamment HPI, on la crée complètement folle, s'habillant de manière assez provocante, et on voit qu'elle résout des problèmes incroyables. Donc on parle toujours du QI, par exemple. Le QI, c'est pas la chose la plus importante dans la neuroatypie. Ça donne pas grand-chose en fait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui est mis en avant. Voilà, donc il y a plein d'autres caractéristiques. On peut avoir un QI qui n'est pas en dehors de la fameuse norme et pourtant être neuroatypique. Donc voilà, donc c'est vraiment oui, des caricatures, des croyances beaucoup de la société. Des croyances aussi parce que parfois, même souvent, ceux qui définissent les règles de la neuroatypie sont des gens qui ne sont pas neuroatypiques. Donc c'est intéressant, moi j'aime bien quand je discute avec des gens, c'est des gens qui sont neuroatypiques et qui vont du coup en parler en connaissance de cause en fait. Je suis pas toujours partisan du principe de dire qu'il faut forcément avoir vécu euh, quelque chose pour pouvoir le comprendre. Je prends par exemple dans mon métier en tant qu'hypno, bah, je suis pas obligé d'être passé par une addiction pour savoir accompagner quelqu'un à ne plus avoir cette addiction. Mais là, dans la neuroatypie, je trouve que quand même, pour arriver à comprendre quelqu'un de neuroatypique, il faut soi-même l'être. Voilà. Donc la neuroatypie, ben, c'est comment l'exprimer. On a ce décalage justement de façon d'apprendre, hein, c'est-à-dire qu'on va pas apprendre de la même manière, on va avoir en plus des domaines dans lesquels on va être meilleur que d'autres. Alors ça c'est pareil quand on est neurotypique, mais ça va encore plus se montrer. On va avoir vraiment aussi, moi ce que je note beaucoup, c'est un besoin de s'isoler du monde, d'avoir beaucoup de temps de pause, de temps pour soi, beaucoup plus d'introspection. On va fuir du coup les lieux bondés de monde. On va éviter le cinéma, on va éviter le théâtre, on va éviter les restaurants. On va éviter effectivement tous ces endroits où, en fait, j'aimerais bien un jour arriver à trouver un moyen de faire comprendre aux gens ce qu'on peut ressentir. Mais imaginez que
Alors ça peut passer sur plusieurs axes, que les sons soient beaucoup plus forts que pour d'autres, où en fait on a tellement de sons qui nous perturbent que du coup on n'arrive pas à se concentrer sur la discussion par exemple qu'on peut avoir avec la personne. Après ça peut être les images, ça peut être vraiment les... On est attiré par tout ce qui se passe, il y a tellement de choses dans notre champ visuel que c'est très compliqué. Et la troisième chose, c'est plus sur le kinesthésique. On peut ressentir fortement la présence des gens autour de nous et ça peut nous perturber énormément. Euh, Parfois, la neuroatypie est associée aussi à l'empathie, une empathie très très forte, qui fait que du coup, on n'a plus de barrière entre nous et l'autre au niveau ressenti. Donc on peut ressentir fortement ce que les autres ressentent. Moi, je ressens par exemple beaucoup le stress des autres, mais pas que ça. Euh, des douleurs, des ressentis qui se représentent. Par exemple, j'ai des personnes comme ça où je sens qu'ils ne parlent pas assez, qu'ils ne s'expriment pas assez sur ce qu'ils ressentent, et du coup, ça va se stigmatiser à l'intérieur d'eux. Et du coup, je vais ressentir la gorge qui va être vraiment bloquée. Voilà, je peux pendant des accompagnements avec des personnes et même en dehors dans ma vie privée, ressentir l'impression que je vais m'évanouir. Donc on va aller là sur un peu des crises d'angoisse, l'impression de devoir m'enfuir parce que c'est insupportable. Donc ça m'arrive beaucoup, par exemple dans les cinémas, parce qu'en plus on a une tendance, quand on est neuroatypique, à s'échapper mentalement, donc à se dissocier, oui, comme on peut le dire dans le domaine psychiatrique, à créer une dissociation, qui est un fonctionnement normal, classique, parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à vivre la situation que l'on vit, et du coup c'est tellement, ça vous perturbe complètement dans vos ressentis et dans ce truc, parce qu'en fait on a quelque chose en plus de l'ordre de ce qu'on vous a inculqué depuis toujours. C'est-à-dire, on sort pas. Par exemple, moi, je sais que quand je suis dans une salle de cinéma, pourtant je pourrais, mais je ne m'autorise pas à sortir de la salle parce que pour moi, ça ne se fait pas. Donc du coup, alors que en fait, tout le monde s'en foutrait. Je veux dire, je sortirais, j'irais aux toilettes, ça irait très bien. Mais j'ai un truc à l'intérieur de moi qui me dit ça. Donc ça, c'est aussi une construction. Après, ce qu'il y a aussi sur les neuroatypies, c'est que on a beaucoup de mal avec l'autre, on a beaucoup de mal à le comprendre, à se faire comprendre, et puis on a beaucoup de mal aussi, on voit beaucoup comment dirais-je, j'ai plus le mot qui me vient, les décalages en fait entre ce que disent la personne et ce qu'ils ressentent vraiment, ou ce qu'ils font vraiment. Donc je retrouverai le mot à un moment, parce que ça aussi ça fait partie du truc, c'est qu'on se perd un peu dans les mots. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes à comprendre. Et en fait, du coup, on a beaucoup de mal avec les gens. Mais par contre, quand on est avec du monde, on a un besoin de se connecter à l'autre et d'avoir un échange. Donc d'avoir oui, d'être aimé, en fait. On a vraiment besoin que les échanges soient profonds et aillent dans quelque chose de pas superficiel. Parce que les neuroatypiques ont beaucoup de mal aussi avec les choses superficielles. Eux, ils ont besoin vraiment que ça aille dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment de choses profondes, qu'on se livre sur des choses profondes. Et parfois, je vois, je ne comprends pas que, que les gens restent en surface, en fait. Vous savez, quand, par exemple, on va dans le travail et qu'on est à la pause repas, et qu'en fait, les gens parlent de trucs, ils parlent de leurs problèmes, ils parlent de ce qui s'est passé avec le chef, enfin, ils restent vraiment focalisés dans leurs trucs, mais ils vont pas parler de est-ce qu'ils s'épanouissent, euh, de pourquoi ils sont sur cette terre, quel est leur plaisir. Enfin, ça va vraiment être aussi, il y a ça aussi, il y a beaucoup. On va avoir du mal vraiment avec les négativités, les gens qui sont en boucle sur leurs problèmes tout le temps et qui vont pas aller chercher de solutions. Euh, Parce que je pense aussi en neuroatypie, on passe notre temps à... Il y a le cerveau qui est toujours en fusion, oui, j'allais dire, en ébullition. On a toujours besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe, de trouver une solution. Et donc, on ne comprend pas forcément que quelqu'un puisse rester dans ses problèmes et reste là-dedans en boucle tout le temps. Donc, du coup, on va vraiment être en décalage. Et puis après,
on est souvent aussi le mouton noir de la famille, donc en fait, on comprend pas. Euh, on a par exemple une ressemblance physique, donc physiquement, on peut pas se dire qu'on fait pas partie de la famille. Par contre, on va avoir un décalage de pensée, un décalage Voilà, par exemple, moi, je trouve ça fascinant, les gens qui passent leur temps, toute leur vie, vous savez, ils commencent à travailler et en fait, ils pensent que à la retraite. C'est pour eux, c'est le Graal et c'est le moment où ils vont enfin pouvoir profiter de la vie. On va pas se leurrer, hein. On passe moins de temps à la retraite que de temps en travail, hein. Donc, puis en plus maintenant avec la retraite qui recule, voilà, on n'en aura peut-être même pas. Et pourtant, c'est leur Graal, ils pensent qu'à ça, et des gens qui disent ah, vivement la retraite, quoi. Et ça aussi, pour un neuroatypique, c'est très compliqué à comprendre, parce que le neuroatypique, il va aussi avoir beaucoup de mal dans la société à se caler dans un travail, par exemple. Euh, il va changer beaucoup, il va s'ennuyer peut-être, il va exploser à un moment parce que ça va être trop compliqué. Donc du coup, il va avoir du mal à se poser, et puis il va avoir du mal aussi avec la sociabilisation dans le travail. Il lui faut un but, en fait, au neuroatypique. Il faut qu'il comprenne pourquoi il est là, pourquoi je sais pas, pourquoi il distribue des légumes aux gens tous les jours s'il travaille dans une épicerie. Si en fait ça donne pas de sens à sa vie, il va pas tenir en fait. Euh, Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je vois que donc j'étais dans un domaine très technique et mon refuge, c'était justement les robots que je programmais parce que là, quand j'étais avec les robots, j'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je faisais telle chose. Dès que j'allais en réunion et devoir expliquer à des gens pourquoi je faisais les choses que je faisais, c'était insupportable. Le neuroatypique, il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il fait, il le fait, et il comprend pas qu'on puisse lui demander pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui est important là-dessus. Après, il peut y avoir quand même, euh, c'est pas un ego, mais enfin si, c'est un ego quand même, mais qu'il soit fier justement de faire ce qu'il fait. Et donc, il a besoin justement de cette fierté dans le travail, et c'est ça qui va l'alimenter pour qu'il puisse y rester. Euh, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des choses. Sans doute, ça fera partie d'un cercle de réflexion. Là, je l'avais comme ça, je souhaitais vous partager ça. Mon but étant de pouvoir peut-être donner à des personnes des infos si les personnes sentent que justement ça vibre par rapport à eux. Si vous êtes dans la recherche justement de vous comprendre. Après, il y a toujours le truc de mais pourquoi t'as besoin de comprendre tout ça à un certain âge, t'as 40 ans passés, bah en fait si, parce que quand on découvre tout ça plus tard, ça, ça nous aide à prendre conscience de pourquoi on a été là, pourquoi on est arrivé là, pourquoi on a subi ces problèmes, pourquoi on a eu du mal à tel moment, et donc on peut rectifier un peu le tir et je pense que dans toute détection de quelque chose comme euh, ça libère en fait. Ça libère sur pas mal de points. Déjà, ça s'autorise, ça permet de s'autoriser à être. Parce que la difficulté dans ce monde, quand on est dans un fonctionnement différent, c'est que la majeure partie des gens vont pas vous comprendre. Ils vont, euh, ils vont ramener ça à leur truc. Vous savez, c'est un peu comme cette personne. Quand vous voyez une personne dépressive qui a vraiment du mal donc à sortir de son lit, à se bouger, à faire les choses, à trouver la motivation, vous avez toujours des gens pour lui dire mais bouge-toi les fesses, enfin donne-toi un coup de pied au cul, ça va passer quoi. Désolé de l'expression, mais c'est ça. Bah non en fait, la personne elle peut pas, elle peut absolument pas. Elle demande que ça, hein, d'arriver à bouger, mais elle peut pas. Bah, c'est un peu la même chose pour quand on est neuroatypique, c'est que les neurotypiques comprennent pas forcément. Peut-être que les neuroatypiques comprennent pas non plus les neurotypiques. C'est possible, hein, mais du coup, il y a ce truc où on se dit, bah non, mais enfin, moi j'arrive à aller au restaurant, pourquoi toi t'arrives pas, quoi? Et puis force-toi un peu, tu sais, tu vas, sors, ça va aller. Donc il y a beaucoup de croyances là-dessus, et donc c'est aussi pour ça que j'aime faire ces vidéos-là. C'est d'une part pour que les neuroatypiques puissent s'autoriser à être et se comprendre, et que le neurotypique bah, les comprenne aussi pour leur lâcher un peu la grappe. Voilà. Donc
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.